À l'apogée de l'Empire, plus de 2 millions de soldats étaient sous les armes en même temps dans l'armée de Napoléon. Cette grande armée, qu'on surnomme aussi l'armée des 20 nations, comptait aussi dans ses rangs de nombreux étrangers, polonais, italiens, allemands, suisses. De 1800 à 1815, 1 600 000 Français combattirent dans la grande armée de Napoléon, et près de 400 000 y moururent, rapporté à une population qui était de moins de la moitié d'aujourd'hui, c'est-à-dire environ 30 millions d'habitants. Ça fait beaucoup. Je vais vous présenter 2 catégories de soldats de l'armée de Napoléon. Le personnage que vous voyez porte un shako. Le shako, S-H-A-K-O, c'est un grand bonnet à poil en peau d'ours. Voilà. Ce personnage fait donc partie de la célèbre garde impériale. Il s'agit d'une élite de soldats chevronnés, c'est-à-dire très expérimentés, recrutés dans les différents corps, infanterie, ceux qui vont à pied, artillerie, ceux qui manient les canons, cavalerie, ceux qui montent à cheval, génie, ceux qui s'occupent des transports. Et donc, tous ces soldats ayant combattu sur tous les champs de bataille et dont la fidélité à l'empereur est légendaire. Napoléon appelait les soldats de la garde ses grognards. Cette garde impériale comptait à peu près 81 000 hommes en 1813, ce qui, en comparaison de 2 millions d'hommes, est très peu. Au départ, la grenade était une sorte de petite bombe inventée au XVIe siècle. Les soldats qui l'utilisaient devaient être très courageux et très adroits. Au temps de Napoléon, il n'y a plus de grenades, mais on continue à appeler certains soldats des grenadiers parce que c'était un synonyme de soldats d'élite. Le rôle de la cavalerie était essentiel dans les guerres napoléoniennes, même si l'infanterie, ceux qui marchent à pied, formait le plus gros des troupes. Les charges de cavalerie, puissantes et rapides, servaient surtout à enfoncer et à désorganiser les lignes ennemies. Elles étaient également très efficaces pour lancer une attaque éclair sur un point stratégique du champ de bataille. Les soldats les plus anciens de la garde s'appelaient la vieille garde. Quand il arrivait qu'un de leurs vétérans, c'est-à-dire de leurs vieux soldats, vive assez longtemps pour être réformé, c'est-à-dire sorti de l'armée, on l'appelait un vieux de la vieille garde. D'où l'expression. Sur cette image de bataille, vous remarquerez les fusils, les canons et l'importante fumée. À l'époque, les fusils ne tiraient qu'un seul coup, et il fallait beaucoup de temps et de méthodes pour recharger le fusil. 2 balles par minute pour un soldat bien entraîné. Ces fusils avaient donc une portée d'environ 200 mètres, ce qui est très peu. On remarque également des canons. Donc il faut savoir que Bonaparte a commencé sa carrière de militaire en tant qu'artilleur, donc il connaissait bien et mettait beaucoup d'importance sur ces armes-là. La portée des canons ne dépassait pas 1800 mètres. Il y en avait de différents calibres, les plus gros faisaient 15 cm de diamètre, pour tirant des boulets qui allaient jusqu'à 12 kg. Certains de ces boulets étaient remplis de poudre et de grenaille. Les plus petits sortaient du canon, eux, à 1800 km/h. Ils n'explosaient pas, mais pouvaient tuer de nombreuses personnes. Mais alors, toutes ces armes à feu étaient très peu précises. Du coup, sur quoi l'armée pouvait-elle compter pour faire la différence ? Eh bien, sur le nombre des hommes, la vitesse de leur déplacement et le sens tactique de leur chef. Dans tous ces domaines, l'armée de Napoléon était supérieure à toutes les autres. Vous remarquez également un tambour sur cette image. Donc le tambour, c'était souvent un jeune garçon, et c'était l'élément indispensable de la vie du soldat. C'est lui qui sonnait le réveil, le rassemblement, c'est lui qui accompagnait la marche des soldats et les faisait chanter sur les routes. Il participait aussi à la bataille et à la lourde charge de sonner la retraite, quand celle-ci était obligatoire. Le même rôle était joué par les trompettes dans la cavalerie.
Les soldats de l'époque ne se cachaient pas pour faire la guerre, d'où leur costume très voyant. Les batailles étaient frontales, les soldats bien exposés aux tirs ennemis. L'uniforme coloré revendiquait l'appartenance à un camp, ce qui permettait d'éviter de tirer sur ses propres troupes. En plus, l'empereur voulait de beaux soldats, et la vie d'un individu n'avait pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, avec l'évolution des tactiques militaires, on voit surtout les militaires avec des tenues kaki pour se camoufler. Le tableau que vous voyez maintenant représente la bataille d'Austerlitz en République tchèque, qui a opposé l'armée napoléonienne à la coalition austro-russe, c'est-à-dire les Autrichiens et les Russes, le 2 décembre 1805. L'œuvre reproduite sur cette fiche est une gravure qui a sans doute été tirée à de nombreux exemplaires. L'empereur apparaît comme le personnage central de la scène, comme d'habitude, et le regard de l'observateur s'y porte automatiquement, comme les regards de la plupart des personnages représentés. Son cheval blanc, qui pour la petite histoire s'appelait Cyrus, lui permit de dominer le champ de bataille. Seul l'empereur et son cheval semblent calmes dans cette scène, probablement assourdissante. Le cavalier qui vient le voir, c'est le général Rapp. Il vient lui présenter les drapeaux pris à l'ennemi. À cette époque, prendre le drapeau d'un régiment ennemi était un synonyme de victoire. Vous pouvez voir dans le tableau un garde impérial sur la gauche. Et vous pouvez voir également sur la gauche, au premier plan, un mamelouk qui appartenait à un corps formé par Napoléon en Égypte. Alors comment s'est passée cette bataille ? Les troupes austro-russes étaient composées de 95 000 hommes, dont 25 000 cavaliers. Elles étaient commandées par le tsar, l'empereur des Russes, et l'empereur d'Autriche. Les troupes françaises, elles, étaient commandées par Napoléon et avaient 75 000 hommes, c'est-à-dire 20 000 de moins que celles des Russes et des Autrichiens. La bataille a commencé vers 7 heures et s'est terminée vers 14 heures. Les Austro-Russes ont perdu 30 000 hommes, tués ou blessés, et les Français seulement 8 000. Alors, deux petites anecdotes très célèbres. Le soleil d'Austerlitz, que l'on voit sur le tableau, qui dissipe soudain le brouillard et permet aux Français de parachever, c'est-à-dire de terminer leur victoire en empêchant la fuite des armées ennemies. On voit le rayon sur la gauche du tableau. La date du 2 décembre 1805 également est un petit clin d'œil, parce que c'était le premier anniversaire du sacre de Napoléon, un an plus tôt donc. Voilà. Donc Napoléon a forcément considéré cela comme une manifestation de la faveur du destin. Et puis, il y a eu ces fameux mots prononcés après la bataille « Soldats, je suis content de vous ». Voilà. Donc, il faut bien dire quand même que Napoléon et son armée ont gagné des dizaines de batailles, mais Austerlitz est considérée comme une des plus belles et des plus fulgurantes, c'est-à-dire des plus rapides. Le tableau que vous voyez maintenant a été peint par le peintre espagnol Goya en 1814. Goya n'a pas été témoin de cet événement, mais il a interrogé des témoins, lui. Alors, en 1808, Napoléon remplaça le roi d'Espagne. L'Espagne était en principe un pays allié, mais en fait, en réalité, il était occupé par l'armée française. Donc, Napoléon remplace en 1808 le roi d'Espagne par son propre frère, Joseph. Comme on peut s'en douter, les Espagnols n'étaient pas tout à fait d'accord et se révoltèrent. Dans la nuit du 2 au 3 mai, Murat, qui commandait l'armée napoléonienne, mena une terrible répression. C'est le sujet du tableau que vous voyez. Alors, on peut voir le personnage vu de face, bras en croix comme le Christ, qui symbolise la résistance du peuple espagnol. Les soldats n'apparaissent que de dos, ils forment un groupe sombre, ne laissant
émerger dans la lumière que les canons de leurs fusils. Ils symbolisent la répression. La notion de massacre est rendue par les corps tombés par terre et par les expressions désespérées des hommes se préparant à mourir. On peut voir l'opposition entre l'ombre et la lumière, la nuit de l'oppression et la lumière de la rébellion. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le tableau Austerlitz glorifie l'empereur, ce n'est pas du tout le cas de celui-ci. Voilà. Napoléon est souvent présenté et considéré comme un héros, mais il est également responsable, on le voit ici, directement ou indirectement, de la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants.